À la une ce soir, le conseil départemental passe en revue plusieurs collèges où des travaux de mise aux normes parasismiques avaient été ordonnés. Aussi, le collège Félix Eboué de Petit-Bourg, après plus de 3 millions d'investissements, est devenu un établissement plus solide dans ses fondations. Basse-Terre, malgré les difficultés financières, la municipalité a accompli son programme. Les derniers travaux sont en cours d'achèvement. L'ensemble des établissements sont sous le contrôle de la ville, devraient accueillir les élèves dans la perspective du retour de la semaine à 4 jours. Et les ouvriers de la banane ont relancé leur mobilisation ce matin à Basse-Terre. La mise en redressement judiciaire de l'habitation Bois Debout a creusé un fossé entre direction et salariés. Ces derniers se sont dit inquiets et ont peur d'être les dindons de la farce. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Tandis que la menace d'un ouragan plane sur l'arc antillais, Josette Borel-Nassertin, présidente du conseil départemental, effectuait une visite de terrain ce matin au collège de Carnot à Pointe-à-Pitre, suivi de celui de Petit-Bourg, Félix Eboué. Ce dernier vient d'intégrer les normes parasismiques. Coût de l'opération, 3,8 millions d'euros. Reportage Isabelle Hameau. Cette année, l'établissement répondra enfin aux normes parasismiques longtemps attendues. Le bâtiment a été renforcé. Cette cage d'escalier n'existait pas. Elle a été construite pour un meilleur accès. Pour le bâtiment G, on a fait des fondations profondes sur 15 mètres de profondeur et in fine, l'année prochaine, on fera les murs en béton armé. Sur le bâtiment A, on a recréé une cage d'escalier avec une cage d'ascenseur pour l'accessibilité PMR et on a renforcé la coursive qui reliait le bâtiment A et le bâtiment G au rez-de-chaussée, ce qu'on a vu. Et sur cette façade arrière, on a recréé des murs en béton armé pour tenir le bâtiment suivant le long pan et on a chemisé des poteaux béton sur toute la hauteur et on a aussi réalisé un mur ici, juste derrière vous, pour éviter le cisaillement des poteaux. Ce sont plus de 3 millions d'euros qu'a injecté le conseil départemental pour ces travaux. Le collège Félix Eboué de Petit-Bourg fait partie des 10 collèges du territoire à réhabiliter. Je ne suis pas déçu de ce que je vois et de l'avancée de ce que nous aurons à faire pour vraiment affiner et donner à la communauté un établissement complètement revisité et avec les normes 8, je dirais, sur l'échelle de Richter. Nous savons que ce que nous avons fait, le collège devrait résister. Donc nous sommes intervenus sur un bâtiment, sur le bâtiment central, je dirais. La SECPA, ça sera pour l'an prochain. Et nous nous donnons 2 ans pour que cet établissement soit complètement mis aux normes et que nous puissions lui redonner un autre visage. Nous avons donc une première programmation qui était sur 44 millions d'euros, concernant 6 collèges. Et donc aujourd'hui, nous avons donc programmé pour 10 nouveaux collèges. Et donc le collège, Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, le collège de Petit-Bourg a gagné sa place parmi les premiers collèges sur lesquels on est intervenu. Et le collège de Kermadec aussi, et nous travaillons là-dessus. Et donc pour l'année 2018, le collège de Kermadec devrait être justement opérationnel. Et nous avons aussi bien sûr le collège de Sainte-Rose. On est en voie d'achèvement. On a donc fait plusieurs étapes déjà. Donc on est dans la continuité de ce qui est programmé. Cela faisait des années que la communauté scolaire tirait la sonnette d'alarme quant aux problèmes de conformité. Ces travaux devraient apaiser les tensions. La communauté scolaire qui est très active et puis très responsable aussi. Je veux dire, c'est normal. Les parents d'élèves sont des parents attentifs à leurs enfants et les enseignants sont attentifs à leurs élèves, c'est normal. Donc là, je pense que ce que le conseil départemental a fait doit apaiser vraiment la communauté enseignante et la communauté, la communauté des parents d'élèves. Je crois que c'est important de le dire. L'autre tranche des travaux s'effectuera du côté de la SECPA d'ici l'année prochaine. À Basse-Terre, des inquiétudes subsistaient autour de la rentrée scolaire. Entre la suppression de 2 classes, l'annonce probable de la diminution des contrats aidés et le retour de la semaine à 4 jours réadopté par la mairie, comment la municipalité a-t-elle préparé cette rentrée 2017? Le reportage de Karen Diama. Malgré son déficit, la ville de Basse-Terre met tout en œuvre pour que les 920 élèves scolarisés sur le territoire effectuent leur rentrée dans les meilleures conditions. Depuis plusieurs semaines, tous les services municipaux sont mobilisés, notamment pour assurer un grand nettoyage des établissements scolaires. On a procédé à la dératification effectivement de ces établissements et aujourd'hui, nous sommes en capacité d'accueillir dans de bonnes conditions les enfants de Basse-Terre dans nos écoles primaires. Plus gros chantier, la construction de nouveaux réfectoires pour l'école élémentaire Gaston Michino. Des travaux évalués à environ 750 000 euros.
Nous avons un retard et nous sommes en train, et je veux rassurer les parents, trouver une solution pour assurer la restauration de midi, puisque les travaux qui devaient se terminer n'ont pas pu, tout simplement qu'au mois de juin, souvenez-vous, ils avaient été arrêtés par un syndicat. Mais je veux rassurer les parents, nous faisons tout pour que la restauration puisse être assurée, sachant que le réfectoire, normalement, devrait être opérationnel fin octobre. Pour le complexe scolaire du Carmel, le renforcement parasismique démarré l'année dernière se poursuit encore cette année. J'ai engagé un programme important de mise aux normes parasismiques et les travaux du Carmel, nous avons eu aussi un délai parce qu'il fallait faire des tests autour du problème de l'amiante, ce qui a été réalisé. Il y a eu un coût supplémentaire, nous allons l'intégrer, mais en tout cas, les travaux ont commencé et normalement, nous devrions, avant la fin de l'année, permettre la réouverture de l'école maternelle du Carmel. Ce n'est pas moins d'une centaine d'agents qui sera déployés sur les 5 maternelles et 4 écoles primaires que compte la ville tout au long de l'année scolaire. Je n'ai pas d'incidence particulière, notamment avec la suppression annoncée des contrats aidés, puisque nous n'en avions pas dans les écoles directement. La rentrée s'effectuera à partir du lundi 4 septembre pour les écoles primaires et une partie des maternelles. Et l'heure n'est pas à l'enthousiasme du côté des enseignants. Ils dénoncent une cacophonie générale autour des mesures prévues par la réforme de l'éducation nationale. Laure Fordan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la secrétaire départementale du syndicat national unifié des instituteurs. Alors parmi les mesures phares du gouvernement qui vous concernent, la fameuse CPA 12, elle consiste à réduire à 12 le nombre d'élèves dans les classes de CP et de CE1 classés en éducation prioritaire au nom de la lutte contre l'échec scolaire et les inégalités. C'est plutôt une idée intéressante, mais peut-elle s'appliquer dès la rentrée, dès le lundi 4 septembre ? Alors effectivement, le président candidat Macron avait fait de ce dispositif une grande promesse et on voit qu'ici, la réforme est malheureusement appliquée à la va-vite. C'est-à-dire que le recrutement des professeurs a été fait simplement en détricotant le dispositif plus de maîtres que de classes. Donc on a récupéré ces moyens et on les a simplement redistribués sur des CP, donc dédoublés. Mais la question n'est pas seulement de l'application de ce dispositif. Il y a malheureusement, on dénonce justement le manque criant de CP dédoublés dans l'académie. On constate par exemple dans les îles du Nord que tous les CP ne seront pas réellement dédoublés, alors que Saint-Martin représente la moitié de l'éducation prioritaire. Qu'est-ce qui se passe? 2 enseignants seront dans une classe avec 24, 27, 30 élèves. Autre casse-tête, c'est le retour à la semaine de 4 jours. 17 communes de l'archipel vont y revenir, mais quel problème pose réellement, de façon concrète, cette réorganisation? Les problèmes sont nombreux. On peut déjà signaler, premier problème, dans une même circonscription, différentes communes et différents rythmes scolaires. C'est-à-dire qu'au sein de ce bassin, donc une circonscription de l'éducation nationale, on voit une commune appliquer la semaine des 4 jours, une autre organisation. Les remplaçants qui sont sur donc, ce secteur se retrouveront à effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées dans l'éducation nationale pour le premier degré. Donc nous serons et nous sommes très vigilants à ce que tous les remplaçants qui se retrouvent dans une situation comparable viennent signaler et récupèrent toutes leurs heures. Il n'est pas question pour que dans cette académie, des remplaçants payent des pots cassés d'un nouveau système, c'est-à-dire un système à la carte où certaines communes choisissent d'appliquer la semaine à 4 jours et d'autres pas. On a même dans une même commune différents rythmes. C'est une situation qui est... Comment est-ce possible d'avoir différents rythmes dans une seule commune alors que c'est les maires qui ont décidé de l'appliquer pour la commune en général? Parce que les conseils d'école ont justement été questionnés et ont répondu. Donc chaque conseil d'école a librement proposé les horaires et il n'y a pas eu d'harmonisation. C'est ce que justement... N'est-ce pas la responsabilité finalement des chefs d'établissement d'organiser une harmonisation concernant cette question? Alors au premier degré, il n'y a pas réellement de chef d'établissement. Il y a des inspecteurs et donc
la responsabilité du côté de l'académie. On en a beaucoup parlé, d'ailleurs tout à l'heure Marie-Luce Panchard l'a évoqué, c'est la diminution des contrats aidés qui ne concerne pas visiblement sa ville. Selon le ministre de l'Éducation nationale, cette mesure devrait peu concerner au final les départements d'outre-mer. Est-ce que cette nouvelle vous rassure? Alors, on a perdu l'habitude de faire confiance. On ne fait plus confiance aux promesses parce que trop souvent, les promesses ne sont pas tenues. Il faut véritablement poser le problème et voir dans chaque école, dans chaque collectivité, dans chaque commune, comment est-ce que la rentrée va se dérouler sans contrat aidé ou avec des moyens diminués. Dans votre reportage, vous avez également parlé des effectifs en baisse. Mais on ne peut pas rester là les bras croisés à se dire « Ah ben voilà, il y a des effectifs en baisse ». Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller les chercher, ces élèves. Il y a un vivier, les décrocheurs, parce qu'il y a un problème de décrochage scolaire, et également le vivier des enfants de moins de 3 ans. Alors cette question, on la pose et on aimerait vraiment que l'Académie réponde. La Réunion, l'île de la Réunion a décalé sa rentrée à cause de cette question justement des contrats aidés. Les maires de la Guyane menacent d'en faire autant. Qu'en est-il pour la Guadeloupe? Est-ce que la rentrée aura bien lieu lundi 4 septembre? Alors si vous me posez la question à moi je ne suis pas responsable de collectivité, donc les maires prendront leurs responsabilités pour savoir s'ils peuvent accueillir dans de bonnes conditions les élèves. Et les enseignants? Et les enseignants sont prêts à être mobilisés, nous sommes prêts à la mobilisation. Le recteur a effectué hier sa rentrée avec les chefs d'établissement en musique et avec un point d'honneur à accorder à la sécurité des élèves au sein et aux alentours des établissements. Il était optimiste, l'êtes-vous autant que lui? Oui, alors bien sûr, quand on fait une rentrée en chantant, eh ben, le bilan se fera en dansant probablement. Dernière question, Laure Fordan, elle concerne un point en tout cas que vous souhaitez évoquer. C'est la campagne autour de la médecine de prévention. Elle concerne pas moins de 5000 personnels de l'éducation nationale. Oui, nous menons une campagne afin que le médecin de prévention soit au plus près des collègues. Je lance un appel à tous les collègues à nous rejoindre dans cette campagne afin que massivement nous puissions réussir cette bataille sur la médecine de prévention. Et nous serons très attentifs, notamment à ce que le CHSCTA, donc le Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail Académique, intervienne aussi souvent que nécessaire. Merci Laure Fordan d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous reparlerons bien évidemment de cette rentrée scolaire et voir comment elle s'annonce. Autre question sociale qui occupe l'actualité depuis quelques mois, c'est la colère des ouvriers de la banane en Guadeloupe. Après la mise en redressement judiciaire de la société Bois Debout et les projets de licenciement dans certaines plantations, la CGTG a appelé à la mobilisation des planteurs ce matin à Basse-Terre. Le reportage est signé Jacques Canval, Patrick Curie, Moïse Dexter. On regarde ensemble. La CGTG du secteur de la banane pensait tenir une grande victoire sur les dirigeants de l'ESA Bois Debout qui s'étaient inclinés après plusieurs semaines de conflits intenses avec une ardoise de près d'1 million d'euros de salaire et d'éléments de salaire apportés à leur passif. Se sentant étranglés, les dirigeants ont obtenu du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre 6 mois de redressement judiciaire. C'est cette décision et les menaces de licenciement qui ont contribué à la relance du mouvement aujourd'hui. Nous disons nous quoi monter Basse-Terre, on les toutes les tels que le groupement, la DAF, parce que c'est la DAF, nous dit que c'est la DAF qui unit tout chiffre à ces messieurs là. Pour nous savoir à partir de quoi que monsieur Damba a fait, ça il a fait là. Fait nous savoir et fait nous tous les chiffres parce que fait nous dit que si quand Mathieu pas passé ici, monsieur a touché pour CIA. Il touchait pour CIA. À partir de quoi qu'il a dit qu'il a pète. Et oh, grève là qu'il fait là, c'est lui qui fait grève là durée, à pas nous qui fait grève durée. C'est bien l'absence de confiance entre les parties à cause de certaines méthodes de gestion qui créent un fossé entre les planteurs et le salarié. Justement, il faut que ça évolue. C'est pas normal que planter banane, il y a une culture. Enfin, il y a une culture c'est de faire l'argent, faire fortune, mais il ne faut pas respecter absolument rien. Nous parlons de la loi de mensualisation là comme ça. Nous gagnons la loi de mensualisation là récemment. Mais planter banane, c'est pas occupé de ça. Hein? Pas ni pour autorité compétente pays là ça pour faire ces messieurs savent qu'il y a la mensualisation. Quand aujourd'hui là nous pas travailler, nous ni en absence parce que nous pas venir travailler. Mais nous faire le rattrapage là. C'est mes CPG fait rattrapage. Si nous pas vrai les autorités pour faire, ils savent que fait ces messieurs à
apprendre à respecter mon et yo pas ça fait ça. La SA Bois Debout a 6 mois pour assainir ses comptes et démontrer sa rentabilité avec l'aide d'un administrateur judiciaire. D'ici là, les salariés n'entendent pas relâcher la pression. Du stade de tempête, elle s'est brusquement renforcée ce matin. Irma est devenue un ouragan de catégorie 2, actuellement situé à environ 3000 km à l'est des Petites Antilles. Elle devrait devenir rapidement un ouragan majeur, à l'instar de celui qui a ravagé la ville de Houston aux États-Unis. Elle pourrait s'approcher de l'arc antillais d'ici le début de la semaine prochaine. Mais selon Météo France, il est inutile de s'alarmer. Sa trajectoire reste incertaine pour le moment, impossible alors de dire si elle constitue une véritable menace pour notre archipel. Le phénomène reste sous haute surveillance. Et cette nouvelle n'est pas sans rappeler le souvenir douloureux de 1989. Êtes-vous prêt à affronter un ouragan tel que Hugo? Isabelle Hameau vous a posé la question. On écoute vos réponses. Je pense que depuis Hugo, tout le monde essaie de se préparer au maximum pour l'arrivée de tempêtes, de cyclones ou bien de ouragans. Parce que ce qu'on a vécu pour Hugo, ceux qui l'ont vécu, les gens essaient de se mettre en parfaite harmonie, essaient de se préparer. Je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt, mais on fait le maximum. Oui, je dirais oui, plus ou moins. Certaines personnes ont commencé déjà à faire des réserves et d'autres personnes attendent à la dernière minute pour pouvoir en faire. Bon, c'est comme ça qu'on est en Guadeloupe. Mais je pense que moi je suis déjà prête, j'ai déjà fait mes réserves et puis on attend tranquillement. C'est un événement qui arrive, que nous sommes habitués, qui arrive chaque année. Donc je pense que tout le monde, dans leur tête, tout le monde est prêt dans leur tête et puis quand ça arrive, voilà. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de cyclone et qu'il va falloir qu'on reprenne les habitudes de préparation de cyclone et puis savoir que ce sont des choses qui vont peut-être arriver et qu'il faut s'y préparer, mais pas à la veille, mais un petit peu avant. Il faut que ça revienne dans nos mémoires. Ben oui, il faut se préparer parce qu'on ne sait jamais quels sont les dégâts. Et ils vont y arriver, c'est ça. On peut pas aller contre la nature. Si le Hugo 2 arrive, on ne peut pas faire autrement que l'attendre et l'affronter. Donc je pense que si on fait ses réserves, si on se conditionne bien, je pense qu'on est obligé d'attendre. On est obligé d'attendre l'Hugo 2. Effectivement, ce n'est pas une bonne chose pour la Guadeloupe parce qu'économiquement, on tombe vers le bas. Mais quand on tombe, il faut savoir se relever, savoir se remonter. Donc je pense qu'il faut être prêt. On est toujours prêt, mais il y a encore beaucoup de préparation à faire maintenant. Quelle préparation? Ah bien, parce que les gens sont insouciants, et bien, il y a encore, les maisons ne sont pas assez bien consolidées, il y a les toitures qui ne sont pas bien faites, il y a encore beaucoup à faire. Et il y a encore du travail à faire, je le dis franchement. Je pense que là, on peut déjà suivre sur les centres météo, on peut déjà suivre l'évolution du cyclone. Maintenant, est-ce qu'il viendra vraiment sur nous ou pas? Mais il faut s'y préparer. Et puis sachez qu'un communiqué concernant une alerte cyclonique avec l'entête de la préfecture circule sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une fausse alerte dénoncée justement par les services de la préfecture. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Vous connaissez le twerk de Rihanna, vous le connaissez, et puis voici le twerk maintenant chorégraphique. Et puis qu'y a-t-il au cinéma? Seven Sisters, le film futuriste qui nous plonge dans le monde en 2073. Mais avant, parlons de cette nomination. André Atala, le chef du service cardiologie au centre hospitalier de Basse-Terre, a été choisi pour intégrer un groupe d'experts chargés d'élaborer des propositions d'action adressées aux responsables politiques afin d'améliorer la prise en charge de l'hypertension artérielle en France. Karen Diamin a recueilli sa réaction, on l'écoute. La réunion qui est prévue très bientôt, on doit remettre la première copie le 6 septembre. Il y aura une réunion en octobre où l'ensemble des experts seront présents. Ça sera une réunion importante, de haut niveau. Tout ce qui sera dit sur l'hypertension s'applique à la Guadeloupe. Donc les autres experts qui interviennent dans leur domaine, les recommandations s'appliqueront aussi à l'outre-mer. Mais plus spécifiquement, le docteur Jean-Michel Baguet de la Réunion et moi-même pour les Antilles, nous sommes en charge de parler des spécificités des outre-mer. Et puis c'est vrai que je ne peux pas tout vous dévoiler puisqu'on attend la validation des écrits, mais on a des particularités ici en Guadeloupe.
Je pense au poids des inégalités sociales. On a plus de chômeurs, on a plus de personnes en difficulté, en pauvreté administrative, et on sait très bien qu'il y a un lien qui est très fort entre l'état de santé, voilà, le niveau socio-économique des gens et leur santé. On a malheureusement, alors que nous sommes un pays de champions, un taux de sédentarité et d'obésité qui devient important. Donc là aussi, on sait qu'il y a un lien très fort entre sédentarité, obésité et hypertension artérielle. Nous avons des particularités. Il y a une différence homme-femme dans la prise en charge de l'hypertension artérielle en Guadeloupe. Elle est un peu plus fréquente chez la femme, mais elle est beaucoup mieux prise en charge chez les femmes, parce qu'une femme, ça écoute mieux le médecin, c'est plus sérieux. Le dépistage est bien meilleur chez les femmes, donc on a de grands progrès à faire aussi chez les hommes. Voilà, ce sont des pistes sur lesquelles nous allons travailler et faire ces propositions au gouvernement, aux nouveaux décideurs et aux financeurs. Direction la Martinique maintenant, après une longue veillée qui avait commencé hier après-midi, la grande cérémonie funèbre pour Monseigneur Maurice Marie-Sainte, l'archevêque émérite de Saint-Pierre et de Fort-de-France, décédé dimanche dernier, s'est tenue aujourd'hui à la cathédrale de Fort-de-France. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités civiles et religieuses de la Martinique. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Eh bien, il était celui qui appelait déjà tout jeune, rassemblait les fidèles pour la prière. C'est Jésus qui donne la grâce d'être prêtre. Une cérémonie présidée par l'archevêque David Macaire. Par des mots simples et sincères, il rend hommage à Monseigneur Marie-Sainte dans son homélie. La cathédrale est trop petite pour accueillir les nombreux fidèles, touchés par la disparition de l'ancien chef de l'Église. C'était vraiment éprouvant, mais c'est très bien. Ça a été pour moi une très belle cérémonie que j'ai accueillie avec joie dans la foi. Et c'est là que j'ai vu aussi la beauté de notre Église catholique. Un très beau témoignage avec des évêques des autres régions également, des autres diocèses, et la présence également d'un cardinal. C'était une très belle communion, je dirais fraternelle, et de la Caraïbe. Les fidèles ne sont pas les seuls à avoir fait le déplacement. Les autorités civiles, des personnalités politiques, mais surtout des représentants religieux venus de toute la Caraïbe sont bien là. J'étais vraiment très touché, d'abord par son écoute, par sa simplicité, son humilité. Et puis j'ai découvert, surtout depuis quelques jours de l'annonce de son décès, la personnalité forte qui a marqué, bien sûr, la Martinique, mais il était l'archevêque. Alors il est normal que les évêques de Guadeloupe et de Guyane soient présents pour ce grand événement que nous venons de vivre. Pour nous, vous savez, la mort, c'est vraiment un passage. Comme disent les Africains auprès desquels j'ai servi, et que Dieu l'a guéri. Alors on est heureux pour lui. Bien sûr, nous, on a quelquefois la pensée égoïste de vouloir le garder pour nous, mais c'est un peu de l'égoïsme. Et le Seigneur nous retire cet égoïsme en nous disant qu'il parte bien, que le Seigneur le récompense de tout ce qu'il a fait. Après 35 années d'épiscopat, Maurice Marie-Sainte laisse une trace indélébile en Martinique. Son implication de tous les instants est encore saluée ce matin. Je pense qu'il était heureux quand même de voir les fidèles rassemblés. Les moments de synode ou les grands jubilés, le jubilé de l'an 2000, des choses comme ça. Moi-même, j'y étais pas, mais on m'en a parlé. J'ai vu les images, les photos. J'en ai parlé avec lui aussi d'ailleurs. Non, c'était des moments qui étaient très très forts pour lui, justement un peu émouvants. Donc du coup, c'est pas qu'il n'aimait pas, qu'il n'était pas à l'aise, mais il sentait que quelque chose passait. Comme aujourd'hui d'ailleurs, on sent bien que son message est passé 5 sur 5. En tout cas, je l'espère de tout cœur, parce que je ne changerai pas un iota de ce qu'il a enseigné pendant 35 ans. 2 heures de chant et prière pour accompagner Maurice Marie-Sainte. La dernière cérémonie aura lieu samedi matin à l'église de Balata. Célébration qui, cette fois, sera réservée à sa famille et ses proches. Véritable richesse du melting pot guyanais, l'histoire liée aux vagues d'immigration qui se sont succédées en Guyane sont illustrées depuis hier au musée des cultures guyanaises à Cayenne. Grâce à des archives familiales, a été reconstituée l'arrivée des Chinois, des Indiens et Hmong de 1820 à nos jours, découverte avec Stéphane Govindin. La Guyane est un pays aux histoires mêlées et aux parcours entrelacés. Les raisons sont diverses, les époques aussi, mais les Asiatiques qui arrivent en Guyane viennent de toute l'Asie.
D'habitude, nous tournons toujours plus ou moins autour des groupes traditionnels fondateurs, considérés comme fondateurs de la Guyane, donc créole, amérindien, bushinengue, tout simplement parce que c'est sur ces groupes que nous avons constitué nos collections. Et là, on s'est lancé un défi d'explorer d'autres communautés. Alors, les communautés concernées par l'exposition, c'est d'abord les Chinois. C'est le groupe le plus ancien qui arrive dès avant l'abolition de l'esclavage, dès 1820. Et ensuite les Indiens de l'Inde qui arrivent après l'abolition. On a aussi les Anamites, ce qu'on appelle Anamites ici, qui sont plus largement de l'ancienne Indochine française, qui arrivent dans les années 30, avec une première migration moins individualisée, on va dire, dans le cadre du bagne. Mais là, les Anamites qu'on connaît, bagne des Anamites, c'est plutôt les Anamites qui sont arrivés dans les années 30, spécialement pour le territoire de l'Inini. On a ensuite les Javanais, c'est années 50. Et enfin, en dernier lieu, pour respecter la chronologie, sont les Hmong, les réfugiés Hmong qui sont arrivés dans les années 70. Ça va permettre de mieux connaître ces communautés qui sont toutes implantées en Guyane, qui ont laissé des traces, qui ont des descendants. Ce sont des communautés plus ou moins importantes au point de vue nombre, au point de vue traces patrimoniales, au point de vue intégration, au point de vue économique, etc. Mais elles ont ce sont toutes des composantes de la population guyanaise. Des Chinois, des Indiens, des Javanais, sur cette terre d'Amazonie donnent à la Guyane ce parfum si particulier que l'on pourra facilement humer dans les salles du Musée des cultures guyanaises. Et ceux du Mapuka et du Soukous, des danses originaires de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo, le twerk s'est démocratisé chez nous avec des chanteuses comme Nicki Minaj ou encore Rihanna, décriée pour son déhanché osé et sulfureux. Cette danse est aussi un très bon exercice de fitness, une affaire de performance, démonstration avec Linda Kayarzi. On descend. Ah non, on travaille les cuisses là. Droite, gauche. Ah, bow. Yes. Encore. Dès l'échauffement, Jennifer donne le ton de son cours de twerk chorégraphique. Les bras. Et tourne. Chorégraphie, c'est de la chorégraphie déjà. Et c'est du twerk. Donc on fait cardio. Beaucoup de cardio, donc on danse, on saute, on travaille. Et il y a beaucoup de renforcement musculaire aussi. Donc, twerk, c'est beaucoup dans les cuisses, les fessiers. Donc ça brûle, tout ça fait vraiment mal. Donc on fait beaucoup de squats, monter, descendre, sauter. Voilà, on tourne le bassin. 1, 2, 3. Work here. The arms. OK. 3. Ici, on danse, on s'amuse, on gagne en sex appeal, mais surtout, on n'oublie pas d'avoir des quadriceps en béton et de ne pas craindre un tour de rein. 5, 6, 7, push-up. C'est vraiment pas facile. Alors, c'est vraiment difficile, déjà, parce qu'on travaille... Déjà, elles ont super réussi aujourd'hui. C'était leur premier cours à toutes. Mais c'est vraiment compliqué. Quand on n'est pas habitué à combiner renforcement musculaire et cardio en même temps, et en même temps danser, c'est-à-dire faire tout le sport et être cute avec, c'est pas simple. La clé du succès de ce cours, se sentir à l'aise dans son corps et se débarrasser de tout préjugé lié à la pratique du twerk. Le tabou à twerk, c'est juste un bouillon. Non, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment une combinaison du sport et de la danse. C'est vraiment un cours de danse fun entre femmes et c'est du sport, quoi. C'est du sport en s'amusant, quoi. C'est une autre forme de se dépenser, de brûler des calories et se renforcer. On peut être sensuelle et féminine sans être vulgaire. Seul le studio mode et beauté Pole Dance Guadeloupe propose le twerk chorégraphie, une nouvelle activité qui est bien partie pour faire twerker plus d'une. Hey, keep that thing fun. OK. Whoa, what that you don't know now. Hey.
Jenkins, feed me, don't be stingy. Hey. Isol. 6:30. Et c'est l'heure de la minute cinéma. Dernière sortie au cinéma en salle, le film Seven Sisters, un film de science-fiction signé Tommy Wirkola. Le réalisateur nous invite à imaginer le monde, la planète, la Terre en 2073. On regarde. Au cours des 50 dernières années, la population mondiale a doublé. Tous les 4 jours, nous sommes 1 million de plus sur la planète. C'est la plus grande crise de l'histoire de l'humanité. Nicolette Gaiman a inspiré à la Fédération sa décision de ne plus autoriser qu'un seul enfant par famille en promulguant la loi sur le quota d'enfants. Et bâtir un monde meilleur pour nos enfants. Comment ferez-vous pour cacher ça? Je me débrouillerai. Vous avez pensé à des prénoms? 7 filles, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À partir de demain, vous allez sortir chacune votre tour le jour de la semaine correspondant à votre prénom. Tous les dimanches, ce sera dimanche qui sortira. Lundi sortira le lundi, et ainsi de suite. Hors de ces murs, vous adopterez toute l'identité unique de Karen Setman. Votre nom, s'il vous plaît? Karen Setman. Auriez-vous quelque chose à déclarer? Non. Et quoi que vous fassiez, et où que vous vous trouviez, il ne faudra jamais dire à personne que vous avez des sœurs. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Et si elle est blessée? Ou morte? Et si la police la retrouve avant qu'on ait pu la ramener ici? Il faut faire quelque chose pour elle. Il faut sortir, on n'a pas le choix. Faites attention, Joe. Vous prendriez un risque en sous-estimant les Setman. Ensemble, nous réussirons à survivre. À voir actuellement au cinéma, et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Demain, c'est au tour de la ville de Sainte-Anne d'être privée d'eau dès midi avec un retour à la normale prévu le lendemain à la même heure. Et puis bonne nouvelle pour les automobilistes, le prix du carburant est à la baisse de moins 2 centimes pour le super samplon dès ce soir minuit, moins 2 centimes pour le gazole et la bouteille de gaz en revanche augmente de 39 centimes. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 31 août. Et voici ce que nous avons vu ce soir. Le conseil départemental qui passait en revue plusieurs collèges où des travaux de mise aux normes parasismiques avaient été ordonnés, notamment le collège Félix Éboué de Petit-Bourg, dont les fondations sont devenues plus solides et qui ne risquent pas l'effondrement en cas de séisme. Et à Basse-Terre, malgré les difficultés financières, la municipalité a accompli son programme. Les derniers travaux sont en cours d'achèvement. L'ensemble des établissements sous le contrôle de la ville devraient accueillir les élèves dans la perspective du retour à la semaine de 4 jours. Et les ouvriers de la banane ont relancé leur mobilisation ce matin à Basse-Terre. La mise en redressement judiciaire de l'habitation Bois Debout a creusé un fossé entre direction et salariés. Ces derniers se sont dit inquiets et ont peur d'être les dindons de la farce. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.